l'occasion de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Malaisie, les deux pays ont convenu de rehausser leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral. La visite du Premier ministre Phạm Minh Chính en République dominicaine crée un nouvel élan et ouvre une nouvelle page dans les relations bilatérales. Dans la province de Lâm Dong, les agriculteurs de minorités ethniques maîtrisent la technologie de culture sous serre, améliorant la qualité de leurs produits. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont entamé aujourd'hui leur visite officielle de 3 jours en Malaisie. Suite à la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de la délégation vietnamienne, le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Anwar Ibrahim se sont entretenus. Les deux parties ont convenu de rehausser leurs relations Vietnam-Malaisie au niveau de partenariat stratégique intégral. Le Vietnam et la Malaisie ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Les relations bilatérales ont été portées au niveau de partenariat stratégique en 2015. La visite du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse marque un jalon important dans les relations Vietnam-Malaisie, contribuant à consolider les bases de la confiance politique entre les deux pays. Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants ont eu un entretien restreint et puis un entretien officiel. Les deux parties ont convenu d'élargir et d'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, du commerce et d'investissement et du tourisme. Tô Lâm et Anwar Ibrahim ont convenu de faire évoluer les relations Vietnam-Malaisie vers le niveau de partenariat stratégique global plus efficace et plus substantiel. Les deux dirigeants ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et d'aviation en mer orientale. Après les entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale avant de donner une conférence de presse conjointe. Cette visite du secrétaire général Tô Lâm en Malaisie est extrêmement significative. Les deux parties ont convenu de rehausser leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Le secrétaire général Tô Lâm est un fervent partisan du développement des relations avec la Malaisie. Les deux parties ont convenu de renforcer notre coopération dans tous les domaines, notamment dans la défense. Nous sommes convenus de promouvoir les liens entre les deux économies. Le but est de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars et plus, dans le sens de l'équilibre et du bénéfice mutuel. Les deux parties renforceront la coopération dans l'industrie halal et s'engagent à assurer les intérêts des projets de coopération gazo-pétrolière. Nous envisageons d'établir un mécanisme de coopération dans les zones de chevauchement, le cas échéant. En visite officielle en République dominicaine, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu aujourd'hui avec le président dominicain Luis Abinader. Cette visite du Premier ministre vietnamien constitue un événement historique créant un nouvel élan et ouvrant une nouvelle page dans les relations bilatérales. Lors de l'entretien, le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé que les deux parties accélèrent les négociations en vue de signer un accord de libre-échange, l'accord de promotion et de protection des investissements, ainsi que des accords de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation, du tourisme, des échanges entre les peuples et des visas. Les deux parties ont également discuté des mesures visant à renforcer la coopération dans des domaines tels que la défense, les télécommunications, le pétrole et le gaz, le tourisme et d'autres secteurs à fort potentiel. Le Vietnam s'engage à servir de passerelle entre la République dominicaine et l'ASEAN. À l'issue de l'entretien, le Premier ministre vietnamien et le président dominicain
ont tenu une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leur réunion et ont assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Chen Teng-man, a entamé aujourd'hui sa visite officielle au Cambodge. Il s'agit de sa première visite officielle au Cambodge en tant que président de l'Assemblée nationale du Vietnam. Aussitôt après son arrivée à Phnom Penh, Chen Teng-man a eu un entretien avec le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Khuôn Sudari. Les deux parties ont discuté de la situation socio-économique de chaque pays, ainsi que des mesures visant à consolider la confiance stratégique et à promouvoir les relations de coopération entre les deux assemblées nationales. Chen Teng-man a aussi informé de la proposition du secrétaire général To Lam concernant l'idée d'une nouvelle ère d'essor du peuple vietnamien. Et lors de son séjour au Cambodge, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam participera à la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix IPTP. Ouverture aujourd'hui de la 11e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN et de 8 pays partenaires, y compris la Chine. Les ministres ont affirmé leur soutien au rôle central de l'ASEAN dans les mécanismes de coopération régionale. Ils ont aussi exprimé leur désir de parvenir bientôt à un code de conduite efficace et substantiel en mer orientale, COC, conformément au droit international. À la tête de la délégation vietnamienne, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a affirmé que le Vietnam restait fidèle à sa politique de défense des 4 non. En marge de l'ADMM+, le ministre Phan Van Giang a eu des rencontres avec les ministres de la Défense des États-Unis, de Chine, de République de Corée et le vice-ministre de la Défense de Russie. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. Le 20 novembre, le Vietnam a été réélu membre de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international pour le mandat 2025-2031. C'est la deuxième fois que le Vietnam assume le poste de membre de la CNUDIC, poursuivant son premier mandat avec de nombreux succès. La réélection du Vietnam reflète sa position et son prestige grandissant sur la scène internationale. En tant que membre de la CNUDIC, au cours des 5 prochaines années, le Vietnam participera directement aux négociations et à la définition des règles du droit commercial international, en veillant à ce que ces règles soient conformes à ses priorités et intérêts nationaux et en harmonie avec les intérêts communs de la communauté internationale. Depuis le début de l'année, tandis que les investissements directs étrangers au Vietnam ont toujours maintenu une dynamique de croissance stable, les investissements vietnamiens à l'étranger ont eu tendance à ralentir. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des 9 premiers mois de cette année, les investissements vietnamiens à l'étranger atteignent plus de 177 millions de dollars, soit une baisse de plus de 50% par rapport à la même période de l'an dernier. Les investissements se sont répartis sur 15 secteurs d'activité. Parmi eux, l'exploitation minière a attiré la plus grande part, suivie par les ventes de détail, l'industrie manufacturière et de fabrication. Les entreprises vietnamiennes ont investi dans 27 pays et territoires, dont de nouveaux marchés comme les États-Unis, les Pays-Bas et l'Europe. Une organisation ou un individu qui produit ou importe un produit doit être responsable de l'environnement tout au long du cycle de vie de ce produit ou de ce bien, depuis la conception, la production, l'emballage, la consommation jusqu'à l'élimination. Il s'agit de la responsabilité élargie des fabricants stipulée dans la loi sur la protection de l'environnement 2020. Cependant, après un an de mise en œuvre, cette réglementation pose encore de nombreux problèmes. Tout de suite, les détails. Arrêtez d'utiliser du plastique rétractable pour les bouchons de bouteilles. Remplacez les cuillères en plastique par des cuillères en fécule végétale. Cette entreprise promeut la responsabilité élargie des producteurs et l'économie circulaire. Nous avons travaillé avec des fabricants pour rechercher des produits plastiques pouvant être réduits. Pour réduire le plastique, de nombreuses entreprises augmentent chaque année la quantité de plastique recyclé.
La responsabilité de la collecte et du recyclage est au cœur du système, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La classification des déchets à la source au Vietnam n'est pas bonne. Actuellement, nous n'avons toujours pas de politique encourageant l'utilisation de plastique vierge dans la production d'emballage. À Hanoï, avec 7500 tonnes de déchets générés chaque jour, s'ils sont bien collectés et triés, environ 8 à 20% peuvent être recyclés. Mais ce n'est qu'en théorie. Dans le district de Hoan Kiem, le taux de déchets recyclables collectés ne représente que 1,5% de la quantité totale de déchets ménagers générés chaque jour. Nos véhicules de collecte des déchets doivent être immatriculés et transporter le bon volume. Cependant, nous rencontrons toujours des difficultés dans la collecte des déchets. Selon les entreprises, il faut une politique flexible entre le paiement et l'autorecyclage. Les entreprises bénéficieront de plus d'avantages si elles investissent dans la technologie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ce vendredi, de jeunes scientifiques exceptionnels dans les domaines des sciences sociales et humaines recevront pour la première fois le prix Hue Van Cát. Ce prix affirme le rôle et l'importance des recherches sociales et humaines pour le développement du pays. Cette fois, 9 jeunes scientifiques seront récompensés. Né et élevé dans la province de Lạng Sơn, le docteur Ly Viết Trường est passionné par la recherche des caractéristiques culturelles des ethnies Nung et Thaï. Ses études sur la danse du lion, la danse Then U Tao, ont grandement contribué à la préservation et la promotion de la valeur de ces héritages. À ce jour, plus de 30 de ses travaux scientifiques ont été publiés sous forme de livres et dans des revenus prestigieux. Mes travaux portent sur la vie sociale, le patrimoine culturel et la vie économique des groupes ethniques. L'étude de ces aspects contribuera à définir l'identité des groupes ethniques dans la vie moderne. Les 9 jeunes scientifiques récompensés lors du premier prix Hue Van Cát ont tous moins de 35 ans et sont issus de domaines très divers, tels que le droit, l'éducation, l'économie, la culture art, la philosophie, les sciences politiques et la sociologie. Leurs recherches abordent de nombreux problèmes sociaux actuels et les solutions pour les résoudre. La qualité des travaux de recherche est très bonne. Les jeunes ont eu accès aux méthodes et théories de recherche modernes et les ont appliquées dans la pratique. À partir de là, ils contribuent à l'élaboration des documents et des politiques du parti et de l'État et suggèrent des solutions aux problèmes sociaux actuels. Ce prix encouragera les jeunes universitaires à se consacrer à la science et à contribuer au pays. En outre, nous voulons diffuser le mouvement et l'esprit d'apprentissage parmi les jeunes afin que de plus en plus de jeunes s'intéressent au domaine des sciences sociales. Le prix recommence non seulement les réalisations de la recherche universitaire, mais diffuse également la valeur des sciences sociales et humaines. Il promeut la recherche pour résoudre les problèmes socio-pratiques et contribue activement au développement durable du pays. Les hautes technologies sont appliquées à la production dans plusieurs domaines, mais l'efficacité dépend des caractéristiques de chaque localité. Dans le district montagneux de Dam Dung, province de Lâm Đồng, les minorités ethniques ont appliqué la technologie à la culture sous serre. La phase initiale a rencontré des difficultés, mais les habitants maîtrisent progressivement la technologie et produisent des produits de haute qualité. La serre jardin de M. Kakien est en pleine saison de récolte des poivrons. C'est la première minorité ethnique à appliquer avec audace la haute technologie à la production. Après avoir été formé à l'association communale des agriculteurs, je me suis senti apte à ce métier.
Je trouve nécessaire de changer de culture. Beaucoup de gens n'osent pas changer parce qu'ils ont peur de l'échec. Si vous voulez réussir, vous devez faire des efforts. En 2023, M. Kakien a emprunté 700 millions de dong pour construire une serre de 2500 mètres carrés. Grâce à l'application de la technologie, la première récolte de tomates lui a rapporté un bénéfice de plus de 200 millions de dong. Les serres vous aident à lutter contre les parasites et à gagner plus de temps. Nous pouvons récolter les produits par semaine ou par mois. Dans les temps à venir, nous continuerons de prêter attention au soutien des ménages des minorités ethniques et de les aider à appliquer la production agricole de haute technologie pour accroître la productivité et la compétitivité. Après 5 ans de mise en œuvre de la résolution 12, la superficie agricole de haute technologie de l'ensemble du district de Damrong a atteint plus de 1000 mètres carrés. La valeur économique est 30% plus élevée que l'agriculture traditionnelle sur la même unité de superficie. Avec enthousiasme et amour pour le métier, les enseignantes de maternelle dans les localités montagneuses frontalières s'efforcent de surmonter de nombreuses difficultés pour éduquer les enfants. Elles deviennent un point d'appui pour les habitants issus d'ethnies minoritaires. Reportage dans une commune frontalière de la province de Kon Tum sur les hauts plateaux du centre. C'est la haute saison de la récolte du latex. Dans la commune frontalière de Yatoy, district de Yadodrai, province de Kon Tum, les habitants, qui sont aussi des ouvriers, doivent travailler toute la nuit dans la forêt d'Evea. À 22h, ils commencent à amener leurs enfants à l'école. Madame Chen Thị Mui travaille comme enseignante en maternelle depuis plus de 10 ans. Elle s'est déjà familiarisée avec l'horaire de nuit des ouvriers du caoutchouc. Certains enfants ne dorment pas. Tout ce que je peux faire, c'est de les apaiser et parler avec eux pour les empêcher de pleurer. Quand il y a des enfants qui tombent malades, je reste éveillée toute la nuit pour les veiller sur eux. Travaillant dans cette école maternelle depuis 7 ans, Madame Chen Thị Lan maîtrise mieux les langues Jorai et Bana parce que plus de la moitié de ses élèves sont des enfants de minorités ethniques. Sa plus grande préoccupation est que les enfants aillent souvent à l'école et qu'ils parlent couramment le vietnamien. Pour les enfants de minorités ethniques, nous devons augmenter les cours de langue vietnamienne. Nous décorons la classe avec des lettres et des chiffres. Nous parlons souvent avec eux en vietnamien. Outre l'enseignement, les jeunes enseignantes aident les minorités ethniques à apprendre l'économie familiale. Par conséquent, le taux de pauvreté a diminué, ce qui contribue au renforcement de la solidarité dans la localité. J'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse sur cette terre. Ce sont les années les plus belles et les plus significatives. Je suis fière d'avoir apporté ma petite contribution à l'agrandissement des enfants et à l'amélioration du niveau de vie des minoritaires. Cette commune isolée du Tây Nguyên fait peau neuve grâce au travail silencieux mais significatif des enseignantes comme Madame Mui et Madame Lan. Les ouvriers se sentent rassurés de leur confier les enfants jour et nuit pour pouvoir se consacrer pleinement au travail. Dans la province de Nam Dinh, qui compte jusqu'à 25% de sa population pratiquant le catholicisme, il n'est pas difficile de trouver des gens qui savent jouer de la trompette, mais seuls les habitants de la paroisse de Pham Phao peuvent non seulement jouer, mais aussi fabriquer cet instrument en cuivre originaire de l'Occident. Dans le reportage suivant, rencontre avec un artisan qui a 60 ans d'expérience dans la fabrication des trompettes. Dans le village de Pham Phao, du district de Hai Hậu de la province de Nam Dinh, les cuivres sont le cœur de la communauté catholique.
Au début du XVIe siècle, le catholicisme a été introduit dans ce village. Lorsque la cathédrale de Pham Phao a été construite en 1908, un orchestre de cuivre a été créé. Depuis, l'orchestre est maintenu pour se produire lors des services religieux et des événements du village. Bien que de nombreux villageois sachent jouer de la trompette, la fabrication et la réparation de ces instruments sont des secrets que seuls quelques foyers gardent en mémoire. La famille de M. Nguyễn Văn Cường perpétue une tradition centenaire de restauration et de fabrication d'instruments en cuivre. Autrefois, les trompettes étaient rares dans notre village. C'est pourquoi nos villageois voulaient fabriquer eux-mêmes des instruments en cuivre. Je ne sais pas quand mon grand-père a commencé cet artisanat, mais mon père a commencé à en fabriquer vers 1945. Quand j'avais environ 8 ou 9 ans, j'ai suivi les traces de mon père. Au début, je ponçais, polissais et fondais le cuivre. À 12 ou 13 ans, j'avais appris toutes les techniques et j'ai commencé à gagner de l'argent. Nous ne concevons pas de nouveaux types d'instruments en cuivre. Nous prenons simplement des modèles occidentaux et les reproduisons. Mais nous fabriquons chaque trompette à partir de zéro. Je peux produire 20 types de trompettes différents. La chose la plus difficile avec les trompettes à clé est que leurs pistons doivent être scellés. Ces 3 clés doivent être bien scellées. Si vous versez de l'eau ici et qu'elle sort par l'extrémité de cette valve, la trompette n'est pas scellée. Bien que la réparation des trompettes ne soit pas lucrative, Cường et ses enfants sont déterminés à préserver ce métier familial. Lorsque nos trompettes ont besoin d'être restaurées, nous devons les amener dans cet atelier. Il est difficile de trouver un atelier de réparation de trompettes qualifié comme celui-ci. Ce travail m'apporte beaucoup de joie. Mes fils ont décidé de travailler avec moi, car ils veulent maintenant préserver ce commerce familial. Mes 2 fils aînés ont déjà ouvert des ateliers de meubles en bois rentables. Cependant, ils ont admis que leur métier n'est pas aussi intéressant que le mien. Dans cette région, notre atelier est unique, nous n'avons donc pas à rivaliser avec qui que ce soit. Bien que je ne sois pas un maître de la trompette, j'ai un avantage par rapport aux vrais artistes. Je peux jouer jusqu'à 30 à 40 types d'instruments en cuivre. Je peux jouer de n'importe quelle trompette. C'est parce que je sais comment fonctionnent les instruments, je sais comment les accorder. Nguyễn Văn Cường a reçu le titre d'artisan d'instruments en cuivre. Aujourd'hui, à 70 ans, il peut parler de trompette toute la journée, les yeux pétillants de joie. Cela montre à quel point il aime son métier et les cuivres. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.